Aujourd'hui, dans nos baskets, on va vous parler d'Ultra Trail. Deux Azuréens passionnés de la discipline nous ont donné rendez-vous ici au cœur des sentiers du Var, là où ils s'entraînent. Ils ont d'ailleurs réalisé un film dans les gorges du Verdon. Suivez-moi, on en parle avec eux. Maxime, Hugo, bonjour. Salut Mathis, ça va? Merci de nous accueillir ici. Enchanté, Très bien. merci. On l'a dit, vous êtes en train de réaliser un film sur l'Ultra Trail, ça s'appelle Viva Verdon, on en reparlera évidemment tout à l'heure, mais d'abord j'aimerais savoir déjà qu'est-ce que c'est l'Ultra Trail, parce que c'est vrai qu'on entend souvent trail, Ultra Trail, et déjà quelle est la différence entre ces deux disciplines-là? En général, nous on se dit que l'Ultra Trail, c'est à partir du moment où on passe une nuit dehors, donc peu importe un peu la distance ou le dénivelé, mais c'est à partir du moment où tu vas avoir une journée complète et une nuit dehors. Voilà, à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'on est sur un Ultra Trail. Et donc Maxime, il y a l'Ultra Trail compétitif, où il n'y a pas forcément d'arrêt, et vous avez une pratique de l'Ultra Trail tous les deux qui est un peu différente. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Ouais, du coup en fait il y a effectivement les courses d'ultra trail, et d'ailleurs pour redonner un petit peu des éléments peut-être de distance et de format, effectivement en général on passe une nuit dehors, on considère qu'on est dans l'ultra trail à partir de 80-90 km avec 5-6 000 de dénivelé positif minimum. Donc après il y a plein de catégories d'ultra trail, il y en a qui sont beaucoup plus dures avec des distances moins longues, mais en fait il y a tout un panorama d'ultra trail. Et effectivement, nous, en fait, depuis quelques années, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'itinérance. Donc, c'est de prendre une distance effectivement d'ultra trail, voire au-delà. Donc, ça peut monter jusqu'à 150-180 km et de le découper en plusieurs parties pour pouvoir du coup partir à la journée. Et puis être dans cette logique un peu d'autonomie, en tout cas sur la partie notamment couchage, en faisant du bivouac. Et du coup, donc, ça veut dire on part à la journée, on peut faire 30, 40, 50, 60 km à la journée. Et puis le soir, on arrive, on plante notre bivouac et on repart le lendemain après une bonne nuit de sommeil. Ce qui nous permet aussi de profiter de la journée. Et voilà, quand on court dans la nuit, on ne voit pas les paysages, on peut moins profiter, on voit que nos pieds. Donc c'est ça qu'on trouve intéressant avec l'itinérance, c'est qu'on est à la journée. Et puis ça nous permet d'étaler un peu le temps et de profiter un peu plus des paysages et puis de l'aventure qu'on vit, quoi. Oui, parce que dans l'itinérance dont vous parlez, il n'y a pas d'aspect compétitif. Non, voilà. Pas du tout. Effectivement, c'est en dehors du cadre compétitif, donc il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas d'encadrement. Pas de temps, surtout. En fait, le temps qu'on a, c'est le temps qu'on se fixe. Oui. Généralement, on prévoit l'itinérance un petit peu à l'avance, comme on a fait pour les gorges du Verdon et aussi le GR20 en Corse, qu'on a fait ensemble. Donc, on se dit, OK, on a 2, 3, 4, 5 jours. Et autour de ça, on va découper l'itinéraire et puis caler ce qu'il faut pour dormir, pour manger. Et voilà. Et donc, vous courez ensemble. Déjà, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Alors ça fait 15 ans qu'on se connaît ouais. avec Hugo maintenant, on commence à vieillir un peu. Donc ça fait 15 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés en école de publicité, en BTS communication à Paris. Et voilà, donc ça fait 15 ans. On a toujours gardé contact en fait. Ouais. Après, chacun a pris un peu son chemin pour la suite des études et du travail. On s'est aussi retrouvés à travailler dans la même boîte à un moment donné. Et puis voilà, c'était il y a 5-6 ans en arrière. On a toujours couru l'un et l'autre, et puis on s'est dit pourquoi pas se lancer un peu au début des challenges de trail. Et puis d'année en année, on a fait pas mal de courses, et puis on a toujours couru ensemble. Et c'est vrai que avec Max, on a une bonne on est assez complémentaires, Ouais. et on se challenge sur des choses différentes, et on s'amène un peu dans nos univers respectifs. Mais du coup, voilà, en général, toutes les courses qu'on a faites jusqu'à maintenant, globalement, on est toujours partis au départ ensemble et arrivés ensemble. Et vraiment le duo jusqu'au bout de Ouais, la c'est ça. course. Et c'est ça aussi d'ailleurs qui nous anime, et Ouais, c'est c'est de ce qu'on aime. s'emmener l'un l'autre du coup sur les sentiers, coûte que coûte, ensemble jusqu'au bout, quoi. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, comme on a commencé ensemble, on a commencé par des formats un peu plus petits, donc 40-45 km, ce qu'on appelle des maratrails. Et ensuite, on a été sur des formats un peu plus longs, 60 km, 65 km, puis 110 km à Courmayeur. Et sur chaque course, on l'a toujours fait ensemble. Et on a remarqué que sur chaque course, il y a toujours des moments où l'un est down et l'autre est au top. Et en général, ça s'inverse. Donc le fait d'être deux, ça nous permet de vraiment être tout le temps dans un flow ensemble et de se pousser quand l'autre est un petit peu plus dans le mal. Donc c'est très cool.
Ici, ça me rappelle un peu le passage un peu ombragé qu'on avait vers Trigance en termes de végétation. Là, c'est un peu, c'est un peu similaire. Ouais. Ça faisait du bien. Ouais, il faisait chaud le deuxième jour en fait. Ouais, j'ai pris un petit peu d'avance sur votre entraînement, moi, vu la condition physique. On en parlait tout à l'heure des courses que vous faisiez, de ce rythme aussi, et de Courmayeur notamment. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette envie de se dire on fait moins de courses et on bascule vers l'itinérance? Moi, à titre perso, c'est plus un constat que j'ai réalisé en faisant des courses pendant plusieurs années, où je me suis dit qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce que je découvre du territoire que j'ai traversé pendant parfois plusieurs dizaines d'heures sur des ultras. Et la réponse souvent c'était pas grand-chose ou presque rien. Et du coup, moi je me suis dit en fait j'aimerais prendre plus de temps là où je vais courir. Et c'est pour ça que le format d'itinérance du coup répondait bien à cette envie d'aller découvrir plus un territoire plus longtemps, donc prendre non seulement plus de temps pour courir, mais aussi en profiter pour être un peu plus dans la contemplation et potentiellement aussi les rencontres avec les gens qu'on peut croiser, parce qu'en général quand on fait une itinérance, du coup on n'a pas de ravitaillement, donc il faut s'organiser pour arriver dans un village où on va pouvoir recharger en eau, acheter quelque chose à manger et voilà. Donc moi c'est plus sur cette partie-là que j'ai eu un peu le déclic qui m'a donné envie de faire l'itinérance. Oui, Maxime, cet aspect rencontre aussi, on le retrouve dans le fait de faire ça en duo. On l'a dit, vous êtes très souvent en duo, c'est aussi des aventures entre copains finalement. Ouais, exactement. Je pense que en fait, le format itinérance, ça convient super quand tu es entre potes parce que finalement, on transforme ce qui aurait pu être une course où t'es pas tout le temps ensemble et puis chacun est à son niveau, à juste un week-end entre potes où on part aussi faire du bivouac, manger ensemble dans des petits villages, se ravitailler et profiter des sentiers. Donc ça, c'est super. Et nous, on l'a fait du coup sur deux formats, un format week-end et aussi un format plus long sur 5 jours. Et du coup, ça devient juste des vraies vacances entre potes. Donc, super format pour ça. Et Hugo parlait, lui, de vouloir plus contempler, plus profiter des lieux traversés. Vous, ça a été le même déclic ou c'était plus sur d'autres raisons? Ouais, alors déjà la partie contemplation, je pense qu'on se rejoint complètement là-dessus. Il y a aussi moi deux autres choses sur les grandes courses qui m'ont un peu frappé, et notamment sur l'ultra qu'on a fait à Courmayeur, c'est qu'en fait la moitié de la course on l'a passé de nuit, et du coup on se retrouve sur des super cols de montagne magnifiques finalement qu'on voit pas. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage et je me suis dit mais si je l'avais fait sur 2 jours, j'aurais pu plus profiter des paysages. Et je pense qu'on était aussi arrivé dans une année où on avait enchaîné beaucoup de courses. Et on tombait un petit peu dans une routine de prendre son dossard le vendredi, aller courir le samedi, le dimanche se reposer et puis repartir derrière à la maison. Donc je pense que j'avais besoin d'un peu plus de liberté, d'autonomie, de facilité sur la pratique du trail. Oui, là où avec l'itinérance, vous sortez de cette routine-là totalement. Ouais, en fait, on peut définir nous-mêmes les conditions de notre itinéraire, en l'occurrence, du nombre de jours qu'on veut faire. On peut prévoir un peu plus de marge. Et puis, on peut aussi calibrer les kilomètres par jour pour aussi se dire, en fait, on se laisse une marge pour justement, à un moment donné, se poser 2 heures et juste profiter de l'endroit où on est et repartir un peu quand on veut, tant que voilà, dans la journée ça rentre en termes de kilométrage et puis d'effort, quoi. Et on parlait donc de contemplation, de profiter des paysages. Vous entendez aussi parler là pendant votre entraînement de voir des paysages qui vous rappelaient un peu le Verdon. Vous avez des anecdotes de moments justement où vous avez pu vous arrêter, voir des choses exceptionnelles là-bas? Ouais, le Verdon, c'est déjà une région et un endroit où la biodiversité est quand même très riche. Moi, j'ai 2 souvenirs. Le premier, c'est on voit des chamois dans le Verdon Oui. si on arrive un peu tôt et le matin. Donc, on essaie de pas trop les déranger, mais en tout cas, on peut en apercevoir. Et bon, c'est toujours des moments et des rencontres assez exceptionnelles. Du coup, on a vu un chevreuil et des chamois dès le matin où on est parti pour faire cette itinérance. Donc, la journée commençait bien. Et la deuxième anecdote que j'ai à titre perso, c'est justement ce belvédère des vautours par lequel on est passé, qui est un belvédère assez connu dans le Verdon. On faisait notre itinérance et on tournait ce film.
En passant là, on s'est dit, on espère qu'au moment où on va passer, on va pouvoir observer les vautours parce que c'est le belvédère des vautours. Et ça n'a pas loupé. On en a eu des dizaines au-dessus de nous. Et d'ailleurs, du coup, on s'est arrêté une bonne grosse demi-heure pour les observer. Et ils nous ont offert un spectacle extraordinaire, quoi. C'est impressionnant, Maxime, de voir ce genre de choses. Ouais, complètement. En fait, c'est vraiment ce qui est génial, c'est de se dire que là, on part en itinéraire et en fait, on part en aventure. Et le fait d'avoir le temps, là, en fait, ça devient une pause où on parle avec Hugo, on prend le temps pour manger et en plus, on a un spectacle devant nous. Et c'est arrivé avec les vautours, c'est arrivé avec les chamois le matin. Et pour moi, c'était la première fois que je voyais des chamois. Donc, du coup, super expérience, c'était génial. Réaliser une récolte de fonds pour permettre la post-production de ce film. Là, aujourd'hui, où ça en est? Et du coup, effectivement, en octobre 2025, on a lancé une campagne de financement participatif pour justement récolter des fonds pour pouvoir boucler le budget du film et notamment la post-production. C'était 5 000 €. Donc on avait comme objectif 5 000 € qu'on a un petit peu dépassé. On a réussi à récolter de mémoire 6 200 à peu près. Et du coup, ce qui nous permet de financer effectivement en partie la post-production du film, qui a démarré avec notamment la récolte de toutes les images qu'on a pu tourner nous avec Maxime, parce qu'on a aussi tourné des images nous-mêmes, et puis la production Bromingos Productions avec qui on travaille, qui a du coup commencé à dérocher les images, a commencé à écrire aussi le film avec nous. Donc on est dans un travail un petit peu d'échange en ce moment, où on a posé un scénario et une narration, on sait où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut partager comme message, et du coup maintenant le travail du montage démarre, là on est en janvier, le travail démarre dès maintenant, on est en plein dedans, quoi. Bon, si ça vous va, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Sans tomber. Du coup, par où on a commencé là, cette belle itinéraire? Du coup, on va devoir... Je sais pas si là on a tout. Ouais, on va devoir l'ouvrir. On n'a pas tout, mais il faut l'ouvrir en grand en fait, parce qu'on est passé des deux côtés des gorges en fait. Ouais. On a fait vraiment un tour, quoi. En fait, on a fait la rive droite au nord le premier jour et la rive gauche au sud le deuxième jour. Du coup, on est parti de Moustier-Sainte-Marie ici. On est du coup descendu un peu de Moustier et puis on est remonté directement en fait sur les hauteurs. Donc il y avait les crêtes de Lourdes, mais surtout les crêtes d'Issioul. C'est là qu'on a vu les chamois d'ailleurs, sur les crêtes d'Issioul. Ouais, le col d'Anne. On est redescendu et puis ensuite on a filé jusqu'à La Palue. Donc là, ça faisait déjà un bon morceau. Donc là, il y avait toute une partie forêt. Et puis après La Palue, on a pris le chemin du chalet de la Maline. Donc du coup, on Castellane. dort à Castellane, donc, du coup, qui est là en dehors de la carte IGN. Donc là, on fait notre bivouac. Bivouac chez Stéphane. Stéphane aussi, qui nous accueille parce que du coup, effectivement, dans le Verdon, le bivouac est pas hyper autorisé, notamment en fait le long de la rivière. Désolé, je vous coupe un peu. Ce parcours-là que vous êtes en train d'étudier, vous l'avez fait en combien de jours? Alors du coup, on l'a fait en 2 jours. Ça a été découpé en 2 fois 60 km à peu près, grosso modo. Et du coup, sur 2 jours. Ouais. Et vous parliez de dormir sur place en bivouac, c'est ça? Ouais. Du coup, c'est ce qu'on avait décidé de faire. Donc, on était autonome sur la partie couchage. Et du coup, on a fait le choix de pas bivouaquer entre guillemets sauvagement, parce que le bivouac est assez réglementé en fait dans le Verdon. Et en faisant un film sur le territoire, on voulait pas non plus, on voulait respecter un peu respecter le territoire, les règles, etc. Donc du coup, on a demandé l'autorisation à un propriétaire privé de nous prêter du coup un bout de son terrain pour pouvoir bivouaquer malgré tout. Mais du coup, sur une propriété privée, une fois qu'il y a l'accord. Normalement, n'aurait pas forcément été autorisé. Non, en tout cas, il faut toujours demander l'accord quand on arrive dans une propriété privée pour se placer. En l'occurrence, là, c'est quelqu'un qui tient un gîte, donc du coup, en fait, c'était naturel pour lui de nous dire, il n'y a pas de souci, les gars, vous pouvez y aller. On lui avait expliqué le projet d'itinérance et du film, donc il était content même de nous accueillir, en fait. Et finalement, d'ailleurs, j'incite tous les gens qui souhaiteraient faire du bivouac mais ne sachant pas trop les règles ou quoi, à pas hésiter en fait d'aller toquer chez les gens qui ont un terrain et juste de leur dire bonjour, en fait on n'a pas envie de bivouaquer sauvagement, on sait pas trop les règles, etc. Est-ce qu'on voit que vous avez un bout de terrain, est-ce que ça vous dérange si on plante la tente au coucher du soleil, on l'enlève au lever du soleil, qui est du coup les règles du bivouac grosso modo, c'est-à-dire on reste pas de longues heures, notamment le jour,
sur place. Et puis en fait, en général, les gens, il n'y a pas vraiment de raison qu'ils disent non parce qu'en fait, ça leur coûte rien et ça nous arrange, quoi. Et notamment dans les gîtes comme nous on a fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, ils ont une aire à l'extérieur, ils demandent une petite contribution. Donc voilà, on peut laisser 5 €, 10 € si on a pris une douche. Si on a pris un petit déj, encore plus. Mais voilà, c'est assez libre et finalement, ça s'organise assez bien partout et pas juste nous dans le Ouais, on peut faire ça partout. Il faut juste anticiper un peu ça, mais ça se fait, quoi. Et donc le film, il va raconter tout ce parcours dans un ordre chronologique. C'est comme ça que vous allez articuler le montage? Ouais, grosso modo, l'idée c'est de nous voir un peu parcourir ce territoire, effectivement dans le sens dans lequel on l'a fait. Donc effectivement la rive nord à droite, le jour 1 et la rive gauche du coup au sud le jour 2, ouais. Ouais, donc on nous verra comme ça progresser, et puis évidemment on va distiller certains moments très précis en fonction des choses qui se sont passées, et puis des messages aussi qu'on a envie de faire passer dans le film. Donc là, on arrive sur le montage. On parlait des messages aussi que vous vouliez faire passer avec ce film. C'est quoi justement ces messages? Le message qu'on a envie de transmettre, c'est justement que le trail peut se pratiquer aussi en dehors des courses, ce qu'on appelle en off. Et aujourd'hui, il y a quand même un modèle dominant qui est celui des courses que nous, en fait, on respecte, et on y trouve aussi beaucoup notre compte en fait, quand on en fait. Mais on a voulu en fait découvrir autre chose, et en fait on a trouvé ça hyper cool de créer son propre itinéraire comme on a parlé tout à l'heure, mais aussi s'organiser pour aller d'un point A à un point B ou faire une grande boucle, et c'est ça qu'on a envie de dire, c'est que en faisant une itinérance on va aussi chercher autre chose, quoi. On va chercher des rencontres, on va chercher à comprendre un peu ce qui se passe là où on court, et c'est ça un petit peu qu'on a envie de partager finalement à travers ce film. Et une des composantes notamment là dans les choix de réalisation, c'est justement d'essayer de redescendre un petit peu à un niveau à hauteur d'homme, on va dire. Et typiquement, un choix qu'on a fait dans la réalisation, c'est de ne pas utiliser le drone, pour 2 raisons. La première, c'est que dans le Verdon, en l'occurrence on a tourné en mai, donc période de nidification des oiseaux, donc on ne voulait pas déranger, et on voulait aussi respecter un petit peu la temporalité du territoire par rapport à la faune. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'avait pas envie d'avoir une position dominante par rapport en fait, au massif et aux montagnes. Et donc du coup, on a décidé de ne pas utiliser le drone pendant ce tournage. Donc on n'aura que des images qui seront filmées depuis les pieds sur terre. Voilà, c'est ça. Justement, ces images, elles ont été filmées en partie par vous, mais il y avait aussi une équipe de tournage qui vous suivait pendant tout ce parcours. Ça se passait comment? Ouais, complètement. En fait, on a eu donc 2 personnes avec nous, Antoine et Damien, qui nous ont suivis à peu près sur tout l'itinéraire. En fait, ce qui était pratique, c'est surtout Hugo d'ailleurs, avait anticipé à l'avance les points où on allait tous se rejoindre. Et donc du coup, ils n'ont pas eu à faire heureusement les 120 bornes avec nous. Ça fait beaucoup, sinon. Ça aurait fait beaucoup, surtout avec le matos qu'ils avaient. Je pense qu'ils ont dû faire à peu près 20-25 bornes par jour, donc ça a quand même été un tournage sportif. Mais du coup, on se rejoignait à des points clés où on savait qu'on avait des beaux endroits à filmer, des beaux passages, et aussi qui étaient accessibles pour eux sans trop de difficultés. Donc là, le montage est en cours du côté de la boîte de prod avec qui vous travaillez. Mais est-ce que vous avez peut-être un extrait à nous montrer déjà? Ouais, on avait fait un teaser justement pour montrer un petit peu là où est-ce qu'on avait envie d'aller. Et donc du coup, il est là. Donc là, au début, on montre quelques images d'archives d'ailleurs de courses qu'on a pu faire. Et puis après, on bascule sur la partie vraiment film. Les souvenirs que m'ont offert les courses de trail sont inégalables. Mais une question me hante. Que nous apprennent-elles vraiment des territoires que nous traversons? Que sait-on des sentiers qu'on foule, des villages qu'on traverse, des gens qu'on croise? Pas grand-chose, parfois presque rien. Alors on a réalisé que l'appel était ailleurs, dans les rencontres, les histoires, les enjeux qui façonnent ces massifs. Avec Viva Verdon, on a voulu comprendre ce qui se joue ici, en utilisant le trail comme un moyen d'explorer, de saisir ce qu'il se passe là où on court. Viva Verdon, c'est lever la tête, écouter, regarder, explorer.
C'est questionner notre rapport au territoire, c'est tisser des liens, s'émerveiller. C'est la promesse d'un trail autrement. Beaucoup d'images, on va vous voir évidemment courir sur ces sentiers autour des gorges du Verdon et on va aussi pouvoir entendre des interviews de personnes que vous avez rencontrées sur ce trajet. Ouais, alors du coup c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de personnes durant en fait tout le projet, hein, que ce soit même en amont, pendant le tournage et puis encore aujourd'hui. On pourra malheureusement pas mettre tout le monde dans le film, mais effectivement on a fait le choix de mettre notamment 2 interviews qui sont assez importantes à nos yeux, en allant mettre en avant un petit peu la fragilité du territoire du Verdon, notamment d'un point de vue de la biodiversité. Donc on aura Elsa de la LPO qui interviendra dans le film pour nous expliquer un petit peu les enjeux de biodiversité dans le Verdon. Et puis on voulait aussi mettre en avant le territoire au sens terroir plutôt. Et en fait il se trouve que nous on a été assez gourmands à Trigance en rentrant dans cette boulangerie. Et donc Luc du coup qui est le boulanger 4e génération si je dis pas de bêtises, qui a repris cette boulangerie historique, donc il fait son pain au feu de bois et il fait un travail extraordinaire. Et donc on aura aussi l'occasion de l'entendre nous parler de la vie de village et à quel point aussi en fait une boulangerie dans un village perdu du Haut-Var, c'est clé quoi. C'est important, exactement. Donc, il y a ces 2 volets, à la fois la nature et le terroir, mais derrière c'est la même idée de mettre en valeur ce territoire-là qui est parcouru par votre aventure. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Je pense qu'on avait vraiment à cœur de mettre en avant et un territoire et les personnes qui y étaient. Ça, je pense que dès les premières réflexions qu'on a eues autour du film, on ne voulait pas juste faire un film de trail et donc juste montrer 2 personnes qui courent, mais vraiment mettre en avant ce territoire, mettre en avant les personnes qui y sont, qui y habitent et qui le font vivre toute l'année. Mais c'est pas un film sur le trail, mais par le trail, on fait un film sur les gens qui... Exactement. Le trail n'est pas une finalité, mais plutôt un moyen d'aller découvrir un territoire. Et donc là, c'est un gros projet qui est encore en cours. Il y a un magazine aussi papier qui sera réalisé pour le donner notamment aux personnes qui ont contribué à la récolte de fonds. Qu'est-ce que c'est la suite pour vous après ce film ? C'est une bonne question. Déjà, on va aller au bout parce que voilà, c'est un projet qui prend beaucoup de temps. On a démarré ce projet en, on va dire, juillet-août 2024. D'accord. Voilà, donc du coup, 2025, ça a été vraiment la réalisation et la concrétisation du projet. Début 2026, on va arriver avec effectivement le film qui va prendre sa mouture un peu finale. Et puis après, il y a toute la partie de diffusion. Donc les prochaines étapes, c'est vraiment la diffusion et en avant-première, donc tournée d'avant-première et potentiellement tournée en festival si on est sélectionné dans des festivals de films de montagne ou de trail. Du coup, il en existe pas mal en France, on les a déjà repérés. Et la difficulté avec les festivals, c'est qu'il faut arriver au bon moment pour soumettre le film, être sélectionné, etc. Mais on verra ce qu'il en est. Et puis, en fait, on souhaite d'autres belles itinérances ailleurs. Ouais, quoi. Exactement, on a plein d'endroits qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de mettre en avant. Et du coup, ce serait une super occasion pour le faire. Hugo n'a pas parlé aussi d'une potentielle diffusion au cinéma. On aimerait potentiellement aussi, suite à la campagne qu'on a fait, diffuser le film au cinéma.